Bien, donc dans notre document, on a plein d'images qui sont utilisées dans le document. Si je vais dans le menu Fenêtre lien, je vois qu'il s'agit d'images JPEG. Et ça, c'est très mauvais en fait. Parce que si je veux faire une correction dans Photoshop en utilisant des calques de réglage, eh bien, je ne vais pas pouvoir la faire parce que le format JPEG ne pourra pas intégrer dans le fichier le calque. Il faudra que j'aplatisse, et c'est pas bien ça. Il faut que je puisse faire quelque chose qui reste modifiable. Donc, on va voir ici une technique qui consiste à demander à Photoshop de transformer toutes ces images JPEG, de faire des versions PSD qui pourront donc contenir des calques de réglage. Ça, c'est la première chose. Photoshop va faire ça avec le processeur d'images de Photoshop. Ensuite, une fois que ce sera fait, on va demander à InDesign de remplacer toutes les images JPEG qu'il utilise par des versions PSD. Ce sera automatique. Donc, plein d'automatisation ici pour remplacer ça. Comme ça, si un jour vous commencez un travail avec les versions JPEG et que vous vous dites « tiens, j'aurais dû utiliser des PSD », vous allez voir comment faire. Ça peut arriver aussi quand les versions PSD n'étaient pas disponibles au moment où vous avez commencé la mise en page. Bon. Donc, dans Photoshop, vous allez dans le menu « Fichier »,« Script »,« Processeur d'images ». Fichier, script, processeur d'images. Non. Donc ici, dans la boîte fichier, script, processeur d'images, vous cliquez sur sélectionner un dossier. Et vous allez sélectionner le dossier qui contient les images. Bon, il contient aussi des fichiers InDesign, mais ils ne vont pas être pris en compte. Et Photoshop ne va ouvrir que ce qu'il sait ouvrir, c'est-à-dire les images. Donc, les PNG, les JPEG. Il y a aussi un PSD qui traîne. Oui, le PSD du cheval qui marche. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc, dans le processeur d'images de Photoshop, je viens d'indiquer que j'utilise les images de ce dossier-là. Et vous pouvez choisir l'option « Enregistrer au même emplacement ». Enregistrer en quoi? En Photoshop. Il faut que ceci soit coché. Enregistrer sous PSD. Vous ne cochez pas, bien sûr, enregistrer sous JPEG ou enregistrer sous TIFF, parce que ce sont déjà, pour la plupart des images JPEG, on n'a pas besoin de refaire une version JPEG. Vous ne cochez pas ceci, parce que ça, c'est quand on veut transformer les images dans un certain format et en plus réduire le nombre de pixels pour que ça rentre dans un certain canevas. Par exemple, sur ma page web, je sais que les images, j'ai prévu 400 pixels sur 400. Voilà. 400 pixels sur 400 pour les images. Eh bien, les images vont être contraintes à ne pas dépasser cette dimension-là. Mais vous ne le cochez pas ici, vous voulez garder tous les pixels des images. Je vous indique juste à quoi ça sert, ceci. Ce sera surtout dans le contexte de la création du traitement d'images pour le web. Oui, vous travaillez sur base d'un assemblage. Donc, les photos sont dans le dossier links du dossier d'assemblage. Voilà. C'est très belle. Ouais, c'est vrai qu'elles sont dans mon dossier, finalement. J'avais dit que j'utiliserais le dossier links, je ne l'ai pas utilisé. C'est vrai que les photos sont dans un dossier. À côté des PDF et des fichiers InDesign. J'ai pas vraiment fait quelque chose avec de l'ordre. Je veux dire, c'est un peu le bordel. Enfin, quand on classe la liste par type, ça devient déjà un peu plus clair. On a les documents InDesign, d'abord les zip, là, puis les documents InDesign, puis les JPEG, puis les PDF. Je vous conseille vraiment de travailler sur un ordinateur toujours en affichage par liste. Bon. Sinon, ça devient difficile à gérer.
Ouais. Bon, ben voilà, vous avez donc indiqué sélectionner un dossier, vous avez sélectionné le dossier links de votre dossier d'assemblage. Enregistrer sous PSD, voilà, voilà. Exécuter l'action, on a la possibilité d'exécuter un script d'action, c'est-à-dire par exemple transformer les images pour qu'elles aient l'air un peu vieilles, virage sépia par exemple. Mais on ne va pas le faire. Inclure le profil ICC, vous le faites ou pas, ça n'a pas d'importance à ce stade-ci de la formation. Et vous cliquez sur exécuter, et ça ouvre les images et ça les traite. Donc vous n'avez pas coché le script sépia, on est bien d'accord, vous n'avez pas... Ah tiens, il y a une vidéo qui te traînait. Ah ben oui, il a ouvert la vidéo, c'est marrant ça. Parce que Photoshop est capable d'ouvrir les vidéos, évidemment. Il ouvre les PDF aussi, tiens, c'est marrant. Ok, donc ça, traité. Dans le dossier, il eût mieux valu que je mette les images JPEG dans leur dossier, ça aurait été plus clair, mais bon. Voilà. En tout cas, il a créé quoi? Dans le dossier que vous aviez pointé, il a créé un dossier PSD, dans lequel toutes les images JPEG et PNG ont été transformées en PSD. Ça, c'est les PDF que j'avais exportés interactifs qui ont été transformés en PSD. Ça n'a aucun intérêt. Je les supprime. Voilà. En tout cas, voilà. Ah tiens, et ça, c'est les vidéos qui ont été transformées en PSD. Ça n'a aucun intérêt non plus. Encore un PDF transformé en PSD. Bon, voilà. Est-ce que vous avez votre dossier PSD avec vos fichiers PSD dedans maintenant? Super. Yeah. Alors, ici, je vais être obligé de déplacer le contenu du dossier PSD que Photoshop vient de faire, donc avec toutes les versions PSD. Je vais être obligé de déplacer tout ce contenu au même niveau que les images originales. Ça ne va pas écraser les images originales puisque l'extension n'est pas la même, c'est pas le même type de fichier. Donc d'une manière ou d'une autre, par couper, coller ou autre chose, vous arrivez à ramener les images PSD au même niveau que les JPEG. Il faut que... Ben normalement, dans Links, il y a le dossier PSD. Il faut que les images qui sont dans le dossier PSD sortent du dossier PSD. Il va être vide. Il faut les mettre au même niveau que les images JPEG. Au même niveau, ça veut dire à côté. Dans la hiérarchie des dossiers, elles ne sont pas dans un dossier au-dessus, ni dans un dossier en bas. Elles sont dans le dossier des images JPEG. OK. Le dossier PSD là, qui est vide, vous pouvez le sortir, l'effacer. Et donc, vous obtenez, à côté des images JPEG, vous obtenez la même image en PSD, à chaque fois. JPEG PSD. JPEG PSD. C'est le même nom, mais ce n'est pas la même extension. JPEG PSD. PNG PSD. Ah tiens. OK, ça, c'est les vidéos. Ça, c'était déjà du PSD avant que je fasse jouer le processeur d'image. JPEG PSD. C'était déjà du PSD. Oh, JPEG PSD. Enfin, voilà, vous voyez, ça a marché. Bon, ben la suite va se passer dans InDesign. On va dire à InDesign maintenant, tiens, toutes les versions JPEG et PNG, tu les remplaces par du PSD.
Donc, si on fait ça, c'est pour pouvoir retoucher les photos dans Photoshop, pour pouvoir mettre des calques de réglage qui vont pouvoir être enregistrés dans le fichier de l'image sur le disque dur. Oui, et quand on va retoucher dans Photoshop, ça va se mettre à jour automatiquement dans InDesign, enfin automatiquement. Il faudra cliquer sur le petit bouton de mise à jour. Mais alors, le problème, donc, c'est que le JPEG et le PNG ne peuvent pas intégrer les calques. C'est pour ça qu'on doit utiliser des fichiers PSD pour arriver à faire ça. Alors, dans InDesign, vous mettez en surbrillance les images comme ça, clic, majuscule, clic, dans la palette des liens. Donc, les images sont sélectionnées et je vais dans le menu de la palette liens jusqu'à rééditer l'extension de fichier. Et alors, on vous dit rééditer chaque lien sélectionné vers un fichier dont le nom est identique à l'original. Mais c'est le cas dans notre dossier, on a des JPEG et des PSD qui portent le même nom et qui est stocké dans le même dossier. Ah ben oui, c'est pour ça qu'on a remonté les PSD au même niveau que les JPEG, mais utilise une extension différente. Et quelle est l'extension C'est PSD. À la place de TIFF, ici, vous indiquez PSD. Vous allez cliquer sur réédition de lien et normalement, toutes les JPEG et PNG vont être remplacées par des PSD. Il y en a deux qui étaient introuvables parce qu'en fait, j'ai fait en vrac, je savais très bien que couverture.indd, ça n'existait pas en PSD. txt.rtf non plus. Bon, d'accord. Mais s'il vous dit que tous les liens sont introuvables, il y a un problème. Il vous dit que tous les liens sont introuvables? Est-ce que la plupart des images maintenant dans la palette liens sont des PSD? Est-ce que tu les avais activés, clic, majuscule, clic, avant de demander rééditer l'extension? Est-ce que dans le dossier, tu les avais remontés au même niveau, les PSD? Bon, en effet, si vous avez utilisé des images qui viennent de plein de dossiers différents, faites un assemblage, comme on avait vu, hein, pour tout rassembler, et continuez à travailler au départ de l'assemblage. Donc, fichier, assemblage, et vous continuerez à travailler au départ de l'assemblage. Donc, voilà la procédure. Faire un assemblage pour que toutes les images utilisées par le Doc InDesign soient dans le même dossier, le dossier Links. Faire jouer le processeur d'image de Photoshop sur le contenu du dossier Links de ce nouvel assemblage. Donc, vous oubliez l'ancien dossier InDesign, vous ne travaillez plus sur lui, vous continuez le travail avec le dossier d'assemblage. Sortir les PSD de leur dossier et les mettre au même niveau que les JPEG, PNG, etc. dans le dossier Links du nouvel assemblage. Sélectionnez les liens dans la palette liens de InDesign et demandez rééditer l'extension de fichier PSD. Voilà, donc si en effet vous avez un document InDesign et que vous avez été mettre vos images un peu partout, c'est l'occasion de tout rassembler. Avant de faire ça, en effet, je pense que ce sera nécessaire. Voilà, donc en tout cas, là, je sais que maintenant, avec des PSD, je pourrais les ouvrir dans Photoshop et modifier les réglages par des calques de réglage. Et ça ne me posera pas de problème dans InDesign. Alors, on va étudier les objets ancrés, un système très intéressant dans InDesign pour faire des catalogues
C'est à peu près le même principe que les images ancrées dans le flux du texte, comme on a ici, sauf que ça va être sur le côté du texte. Et c'est pas seulement des images, ça pourrait également être du texte. Alors, dans la palette des calques, je verrouille tous les calques, sauf le calque texte et image dans le flux. Donc, vous avez les images ancrées dans le texte. C'est ce qu'on a fait précédemment. Là, je pense que ça n'a plus de secret pour vous. On va maintenant sur des pages qui n'ont pas encore d'image. Par exemple, chez moi, la page 56, il n'y a pas encore d'image dedans. Comme ça va être encore plus clair. Vous allez insérer des objets ancrés. Vous positionnez le curseur texte quelque part dans le texte et vous allez demander clic droit. Alors, clic droit, objet ancré, insérer. Ou alors, menu objet en haut de l'écran, objet ancré, insérer. En tout cas, voilà, on insère dans le flux du texte, à un endroit du texte, vous avez, j'ai mis ça au début d'une phrase, hein, quand même pas au milieu d'un mot. Vous voyez, j'ai quand même mon curseur qui est au début d'une phrase. Objet ancré, inséré. Vous avez cette boîte qui apparaît. Alors, pas besoin d'explication, c'est évident. Non, je rigole. Vous cliquez sur OK et on regarde ce qui se passe. Voilà, vous avez un objet qui est apparu là dans le texte. On peut lui donner une couleur si on veut, on le verra mieux. Vous le voyez? Bien. Je vais donner également une couleur au bloc texte. Voilà, le bloc texte est en vert. L'objet ancré, je l'ai mis en orangé ici. Voilà, on vient d'insérer un objet ancré. Et bon, chez certains, il s'est mis sur le côté, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Par contre, vous pouvez constater ceci, quand vous prenez l'outil texte et que vous supprimez du texte avant la balise, vous faites la balise, vous la voyez là? L'espèce de Y double barré, c'est la balise d'insertion d'objet ancré. Si vous sélectionnez du texte avant et que vous le supprimez, mais l'objet remonte, vous voyez remonter. Si vous sélectionnez du texte et que vous faites un copier-coller plusieurs fois, la balise redescend et l'objet ancré descend avec lui. Ben oui, donc il est bien ancré. Il est attaché. Ok, là je vais revenir plusieurs fois en arrière pour annuler ces bêtises. Je reviens en avant. Voilà, ok. N'oubliez pas d'enregistrer le document sous un autre nom pour être certain de ne pas perdre ça. Bien. Vous sélectionnez votre objet et vous allez dans le menu Objet, Objet ancré, Options. Ceci dit, vous l'avez aussi par un clic droit. Objet ancré, Options. Et vous retrouvez votre boîte. Est-ce que tout le monde est bien sur une page de gauche? Il y en a qui l'ont fait sur une page de droite? Non, mais de toute façon, ça va aller. Alors voilà. Point de référence, c'est-à-dire quelle est la partie de l'objet ancré que je prends comme référence quand je vais mettre des distances ici pour dire à quelle distance l'objet ancré doit se situer du bloc texte.
C'est quoi le point de référence? Est-ce que c'est la droite, la gauche, le centre? Bon, ben essayons avec la droite, par exemple. Voilà. Milieu droite. Milieu droite, voilà. Mais vous voyez ce qui se passe? D'office, il est parti là. Parce qu'il est à 0 de distance du bloc. La partie droite de l'objet ancré est maintenant à 0 distance du bloc. Ben oui. OK, ça c'est une première chose. Quel est le point de référence de l'objet ancré que je prends en compte quand je mets les distances? Ensuite, ici, quel est le point de référence du bloc que je prends en compte pour les distances? Est-ce que c'est la gauche du bloc ou le milieu ou la droite? Bon, si on dit que c'est la droite, ben, l'objet ancré se met à 0 de distance de la droite du bloc. Là, il est au milieu. Là, c'est par rapport à la gauche du bloc. Mais choisissez gauche du bloc, c'est pas mal ça. Donc la droite de l'objet ancré se met sur la gauche du bloc. On va maintenant changer la distance. Décalage sur X, c'est donc l'horizontale. Par rapport au bloc de texte, c'est réglé comme ça, bloc de texte. Eh bien, je vais indiquer, je vais tester ça avec 150, touche tabulation pour valider. Et voilà, le bloc est à 150 de distance du bord gauche du bloc. L'objet ancré, je veux dire, la partie droite de l'objet ancré est maintenant à 150 points de distance de la partie gauche du bloc. C'est ça que ça veut dire, 150. Je vais essayer 100. Touche tabulation pour valider ça. Voilà, il est maintenant à 100. La distance entre le bord droit de l'objet ancré et le bord gauche du bloc, c'est 100 points. Alors, ça paraît un peu obscur pour l'instant, mais vous allez voir qu'une fois que c'est mis en place, c'est vraiment génial pour faire de la mise en page automatisée. Vous allez pouvoir mettre des images ou du texte sur le bord des blocs texte principaux et automatiquement, la mise en page va se faire. Alors, je clique sur OK et je vais agrandir le bloc parce qu'en fait, je n'ai pas coché l'option « Empêcher le positionnement manuel ». Ça veut dire que si je veux, je peux l'agrandir, par exemple avec l'outil de transformation manuelle avec majuscule Alt, je l'agrandis. Voilà. L'outil de transformation manuelle, je prends une poignée du coin avec Alt majuscule, il s'agrandit. Ou sans Alt d'ailleurs. Ou sans majuscule aussi, si je veux lui donner autre chose comme dimension qu'un carré, comme proportion qu'un carré. Voilà. Donc, vous prenez l'outil de transformation manuelle et vous agrandissez le bloc, tout simplement. Et on va y importer une image. Fichier importé, vous allez chercher une image. PSD. Ben oui, tant qu'à faire. Puisqu'on a fait des images PSD, autant utiliser les PSD. OK. Je peux même le rapprocher, le bloc, avec la flèche noire. Donc à ce moment-là, la distance par rapport au bloc texte n'est plus de 100 points. J'ai manuellement changé la distance. Je suis passé à 53, tiens, dans mon cas. Vous voyez, donc flèche noire, vous pouvez encore repositionner si vous jugez qu'il est plus, c'est mieux qu'il soit plus près du bloc texte. C'est comme si manuellement on changeait donc la distance là qu'on a été indiqué, décalage sur X.
Donc, vous avez l'option ici, empêcher le positionnement manuel qu'on n'a pas coché. C'est pour ça qu'on peut manuellement le repositionner et qu'on ne doit pas systématiquement passer par les options pour aller taper des chiffres sur les distances. OK, alors regardez, je prends du texte avant la balise, je le copie, je le colle, une fois, 2 fois, 3 fois. Encore un peu de texte, copier-coller. Alors, vous voyez ce qui se passe? À un certain moment, quand vous collez du texte, il est possible que l'image déborde et aille plus bas, là, voilà. À un certain moment, elle va remonter. Pourquoi? Parce que la balise, qui est actuellement là, à la dernière ligne de la colonne de gauche, la balise, à force de coller du texte avant, va passer à la colonne de droite. Voilà, c'est pour ça que l'image est remontée là. La balise est sur la colonne de droite. J'ai un bloc à 2 colonnes. Bon, tout ça est très logique, en fait. Hein. Et alors, il y a une option qui fait en sorte que automatiquement, il soit impossible que l'image dépasse, aille plus bas que la colonne. L'objet ancré ne pourra pas aller plus bas de la colonne. Cette option, c'est l'option que vous avez vue tout à l'heure dans la boîte, qui s'appelle « Conserver dans les limites supérieures et inférieures de la colonne ». Et ça, c'est bien de la cocher. Donc, vous faites un clic droit sur l'objet ancré option. Et vous cochez l'option conserver dans les limites supérieures et inférieures de la colonne. À partir de là, si je refais la même opération, je vais aller copier-coller des lignes progressivement. La balise de l'objet ancré descend, l'objet ancré avec, et à un certain moment, la balise continue à descendre, mais l'objet ancré est calé. Il ne peut pas aller plus bas que le bas de la colonne, et ça, c'est quand même bien. La balise vient de passer à la colonne de droite, et forcément, l'objet ancré est remonté en face du bloc. Donc, typiquement, c'est pour mettre des images, des illustrations en rapport avec le texte. Et ça va toujours suivre le texte. OK, alors, vous allez copier-coller du texte et forcément, votre bloc de la page de gauche, il est chaîné avec le bloc de la page de droite. Donc, l'image va passer à droite. Dès que la balise de l'image sera passée à droite, l'image va suivre. Donc, allez-y, faites du copier-coller du texte de la première colonne de la page de gauche pour repousser progressivement la balise pour qu'elle aille à la page de droite. Et voilà, c'est fait. Elle est sur la page de droite, la balise. Vous la voyez? Là. Ne bougez pas l'image. Hein. Vous constatez comme moi qu'elle est placée bizarrement. Elle est bien reliée à la balise dans la page de droite, mais elle continue à se mettre à gauche du bloc. Ouais. Comme elle faisait avant sur la page de gauche, en fait. Rien n'a changé. Mais maintenant, on va dire, tiens, attention, tu es quand même dans un document double page. Quand la balise est sur une page de gauche, l'image doit se mettre sur la gauche du bloc, parce que c'est là que j'ai laissé de l'espace. Par contre, sur la page de droite, c'est à droite du bloc que j'ai laissé l'espace. J'ai fait une symétrie. Et donc, quand la balise est sur une page de droite, tu dois te mettre à droite, pas à gauche du bloc. Donc, c'est les options que je vais dire maintenant aux objets ancrés. Donc, vous sélectionnez l'objet ancré, vous faites un clic droit, objet ancré, option. Et vous avez l'option ici, relative au dos. Voilà, relative au dos. Et à ce moment-là, vous voyez ce qui se passe?
Sur l'objet ancré, j'ai deux possibilités de points de référence. Point de référence, quand l'objet ancré est sur une page de gauche, ce sera la droite de l'objet. Quand il sera sur une page de droite, ce sera la gauche de l'objet. D'accord? Ben oui. Et alors, regardez ce qui se passe aussi sur le point de référence sur le bloc texte. Dès qu'on coche relative au dos, il se met de manière symétrique aussi. Point de référence du bloc texte, quand c'est un bloc texte de page de gauche, c'est la gauche du bloc. Quand c'est un bloc texte de page de droite, c'est la droite du bloc. OK. Et ça marche. On a l'image qui est à la bonne distance par rapport au côté droit du bloc. Si j'enlève du texte et que je fais remonter la balise sur l'autre page la page de gauche, l'image va aller à gauche du bloc de gauche. Voilà. Donc c'est complètement automatisé, c'est génial. Et on va pouvoir maintenant multiplier comme ça les objets ancrés dans le texte. Bon, alors pour multiplier les objets ancrés, eh bien, vous pouvez faire un clic droit sur l'objet ancré avec la flèche noire et vous demandez copier, ou alors vous le sélectionnez, vous faites CTRL-C, et vous allez ailleurs dans le texte positionner le curseur et faire un coller. Et ça n'a pas marché. Je m'en doutais bien. Donc, ça n'a collé que l'image, en fait. Donc, ben, vous allez la supprimer. Je voulais faire plus facile, mais ça ne marche pas. Faites annuler. Oui, parce que là, on a ancré l'image dans le texte. Bon, mais puisque ça ne marche pas quand on sélectionne l'objet ancré, on va le faire sur la balise. Vous allez zoomer sur la balise et vous allez sélectionner la balise. Alors attention, il y a un truc bizarre ici. Avec l'outil texte, vous sélectionnez la balise. Vous voyez le curseur qui clignote? Je fais un cliquer glisser avec l'outil texte. J'ai le curseur qui est tout fin et qui ne clignote plus. Ça veut dire que la balise est sélectionnée. Et vous faites un CTRL-C. Et là, ça va marcher, ça c'est sûr. Vous allez coller ça ailleurs dans le texte. Coller ça, voilà. Ça, c'était sur la page de gauche. Sur la page de droite, je sélectionne une partie, enfin je clique, je mets le curseur dans une partie du texte de la page de droite, je colle, voilà, etc. Je colle. Chaque fois qu'on clique, qu'on colle la balise, l'objet ancré qui est attaché arrive avec. Et bien entendu, maintenant, je vais remplacer les images. Ben, je vais peut-être les vider, les images, d'abord. Avec la flèche noire, je clique sur les blocs, touche suppression. Je clique sur le réticule central, évidemment, pas sur le bloc conteneur. Hein. Je clique sur le réticule central ici avec la flèche noire. Touche suppression, donc j'ai vidé les blocs de leurs images et je vais en apporter d'un coup 3 autres et les poser dedans. Et c'est là que je vais me rendre compte que ça ne marche pas. Je parie. Si, ça marche. Parfait. Bien. Bon, génial quand même, les objets ancrés pour faire des catalogues, ça va vous aider. Vous aurez les images en dehors du texte, mais toujours en face du paragraphe qui les concerne. Quel que soit ce que vous faites dans le texte, supprimez des choses, en ajoutez.
and put it and go to and then it the swing at and then the great hands. Ça va, ça fonctionne? Very. Good. They're the babies. Donc, ici, je vais coller un objet ancré. Voilà. Je vais supprimer le contenu. Et dans ce bloc, je vais aller mettre du texte. Du texte qui peut être un extrait du paragraphe, un extrait marquant vraiment une accroche. Voilà. Elles sont implantées à des endroits stratégiques pour une plus grande sensibilité. Voilà. Je clique, je colle, je mets entre guillemets, si je veux. Je laisse le fond de couleur là, je vais ajouter option bloc de texte une marge. Voilà, avec la chaîne qui est là. Je mets la marge. S'il faut, sinon, voilà, je peux également centrer dans option bloc de texte centré verticalement. Voilà, et vous avez vraiment donc une petite accroche. Tiens. Oui, ça peut être évidemment une citation. Typiquement, on voit ça dans les magazines, évidemment. Vous avez des interviews, l'interview de quelqu'un de célèbre, et vous avez une phrase qui est sortie de son contexte et qui peut être interprétée mal. Elle ne veut absolument rien dire de mal quand on lit tout l'article, mais quand la phrase est sortie de son contexte, ça pousse à lire l'article. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Oui. Ah oui, j'étais en train de me demander, tiens, pourquoi j'arrive pas à centrer mon texte dans le bloc? Je viens de découvrir pourquoi. Enfin, je viens de penser à pourquoi ça pourrait agir comme ça. Et voilà, c'est parce qu'en fait, il a pris le style corps du texte et lui, il est sur la grille de ligne de base. C'est pour ça. Il y a une grille de ligne de base que je vais voir apparaître, mais je vais le faire passer en paragraphe standard, le texte.
C'est pour ça, en fait. Il ne faut pas qu'il soit sur la grille de ligne de base. Ou alors, manuellement, par la palette paragraphe, je, je retire cette option d'alignement sur la grille de ligne de base. Et là, il va se centrer dans mon bloc. Et bien voilà, vous voyez que InDesign, c'est parfois, il faut penser à tout, en fait. Ça va, c'est bien? Okay, thanks. Mm. Alors, la suite qui n'a rien à voir avec les objets ancrés, les styles imbriqués. Alors, vous allez vous zoomer sur un paragraphe, et ce qui se fait le plus en plus souvent, à la place de mettre un sous-titre, c'est de faire en sorte que le sous-titre soit imbriqué dans le paragraphe. Par exemple, ici, je supprime le sous-titre. Je vais faire en sorte que ce paragraphe commence à la colonne suivante. Manuellement, je peux insérer une balise de saut de colonne. D'accord? Clic droit, insérer un caractère de saut, dans ce cas-ci, saut de colonne. Voilà, ça c'est pour chasser manuellement du texte vers la colonne suivante. Si je vais dans le bloc précédent, je trouve une minuscule balise qui est celle-là. C'est le saut de colonne. Si je voulais que le texte revienne, ne soit pas chassé à la colonne suivante, il suffit que je supprime la balise et il revient. Donc c'est clic droit, insérer un saut, saut de colonne. Bon, ben voilà, ça c'était l'occasion de voir qu'on peut aussi manuellement régler l'enchaînement en insérant des balises. Et ça peut se mettre en plus de l'enchaînement automatique qu'on a réglé précédemment. Voilà, vous sélectionnez une partie du texte. Les premiers mots du paragraphe. On va supposer que c'est le titre du paragraphe et la suite, c'est le corps du paragraphe. Et vous allez le formater, lui donner un aspect particulier, c'est-à-dire la police, je vais la faire passer en bold. La couleur, je vais la changer.
Voilà. Et donc, voilà à quoi ça va ressembler. There. Bon, je ne vais pas trop compliquer les choses ici. On pourrait faire en sorte que tout le paragraphe soit numéroté, que ça devienne un paragraphe de sous-titres. Bon, Yeah, we ne compliquons pas trop les choses ici. Alors, je vais sélectionner une partie du texte, n'importe quoi, ou tout le texte que je viens de modifier, et je vais en faire un style de caractère. Menu texte, style de caractère. Style de caractère, donc, et je vais dire nouveau style de caractère, titre imbriqué, ou d'après 100. Donc, il indique dans le style de caractère que c'est du bold et que c'est du rouge. C'est les deux choses qu'il indique chez moi. OK. Bon, ça, c'était juste pour mettre au point le style de caractère. Maintenant, je réapplique le style de paragraphe corps du texte sur ce paragraphe. Donc, avec le curseur qui clignote n'importe où dans le paragraphe, j'enfonce la touche Alt et je réapplique le style corps du texte. Le petit signe plus disparaît. Le paragraphe est tout à fait normal d'aspect. Le texte rouge a disparu. À partir de là, dans n'importe quel paragraphe, je vais pouvoir mettre le style de caractère, l'imbriquer. Alors, pour bien comprendre, on va aller tester sur un autre paragraphe. Voilà, ici. Voilà, vous avez cliqué dans un paragraphe. C'est bien le début d'un paragraphe, c'est parfait. Alors, certains des paragraphes corps du texte vont avoir un style imbriqué, c'est-à-dire que les premiers mots seront rouges, ce sera le titre. Mais tous les paragraphes ne vont pas avoir le premier mot rouge, on est d'accord, hein, c'est juste un paragraphe tous les 10 ou tous les 20 qui sera comme ça. Je vais donc faire ici une variante du style corps du texte. Ça va s'appeler corps du texte avec style imbriqué. Et pour faire ça, vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe jusqu'à la ligne nouveau style de paragraphe. Vous appelez ça corps du texte avec style imbriqué. Voilà. Et alors, pour la première fois, on ne va pas supprimer ça. Il faut que ce style de paragraphe soit l'enfant du parent corps du texte. OK. Et donc, voilà le style de paragraphe enfant qui est là et le parent qui est là, au-dessus, hein, qui est utilisé par tous les paragraphes du document, sauf ce paragraphe-ci qui utilise maintenant le nouveau style corps du texte avec style imbriqué. Accrochez-vous, on va y arriver. OK, vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. Vous double-cliquez sur le style de paragraphe corps du texte avec style imbriqué. Et les styles imbriqués, c'est ici. Lettrine et style imbriqué.
Alors, lettrine, ça n'a rien à voir, mais en même temps, c'est un peu cousin de ce qu'on va faire. Donc, considérez que c'est surtout la partie style imbriqué qui nous intéresse. Vous voyez qu'il y a deux parties à la boîte. La partie lettrine et la partie style imbriqué. Ça. Et vous cliquez ici sur Nouveau style imbriqué. Et c'est quoi le style imbriqué? C'est-à-dire que dans un style de paragraphe, on peut dire, tiens, on met un style de caractère qui va s'appliquer sur une partie du paragraphe. D'office, un style de caractère va être dans le style de paragraphe. Il est imbriqué. Et quel est le style qu'on choisit? C'est évidemment le style titre imbriqué. Qu'est-ce que ça dit? Vous cliquez en dessous pour sortir du menu. Eh bien, votre style titre imbriqué se met automatiquement toujours sur le premier mot du paragraphe. On voit que ça marche. Si j'applique ce style de paragraphe, corps du texte avec style imbriqué, je l'applique sur n'importe quel paragraphe. Voilà, je clique sur OK, je vais l'appliquer sur n'importe quel paragraphe. Le premier mot sera rouge. Il va subir il va subir forcément, voilà, le style imbriqué, le style de caractère imbriqué. Donc, je clique à côté de tout et je vais aller modifier le style de paragraphe corps du texte avec style imbriqué. La partie lettrine et style imbriqué. Alors, si vous changez le nombre de mots, vous allez voir que forcément, il y a plus de mots qui vont subir le style. Par exemple, sur 10 mots à la place de 1, et maintenant, c'est les 10 premiers mots du paragraphe qui subissent chaque fois le style de caractère. Bon, évidemment, vu que les titres auront des nombres de mots différents dans chaque paragraphe, ce n'est pas la solution. Il faut que ce soit plus souple que ça. Il faut que je puisse décider manuellement où se termine l'imbrication du style. Donc, à la place d'indiquer qu'on imbrique le style sur un certain nombre de mots, vous voyez qu'il y a le choix. On va dire titre imbriqué jusqu'à 1 un caractère de fin de style imbriqué. C'est-à-dire que le style va s'appliquer dans le paragraphe jusqu'à ce qu'il va rencontrer une balise spéciale qui lui indique « stop ». À partir de là, tu arrêtes de t'appliquer. C'est ce qu'on appelle le caractère de fin de style imbriqué. Et vous cliquez sur OK. Alors, vous voyez ce qui se passe? Pareil. Tout le paragraphe subit le style imbriqué. Mais logique, puisqu'il n'y a pas de caractère qui indique où il doit se terminer. On va l'insérer. Alors, on y va. Par exemple, ici, je dis, tiens, clic droit, insérer un caractère spécial, autre, fin du style imbriqué ici. Et oui, clic droit à un certain endroit. Je vais le refaire pour l'autre paragraphe. Là. Je mets le curseur texte. Je fais un clic droit, insérer un caractère spécial, autre, fin du style imbriqué ici. Et voilà. Et alors, si je regarde avec les balises affichées, vous voyez la balise spéciale de fin de style imbriqué.
Right. Et je On peut mettre plusieurs styles imbriqués dans le même paragraphe. On peut s'amuser comme ça. Il y en a qui s'amusent à faire automatiquement, chaque mot change de couleur. Il suffit de mettre plein de styles imbriqués qui s'appliquent que sur un mot et qui correspondent chacun à un style de caractère avec une couleur différente. C'est possible. On applique un style sur un paragraphe, tous les mots prennent des couleurs différentes. Ok, donc j'ai encore un paragraphe dans lequel je dois mettre une balise de fin de style imbriqué. Sauf que j'ai un truc qui commence à quand même me gonfler sérieusement, c'est que je dois chaque fois aller dans le menu. D'accord? Daniel. Je dois à chaque fois aller dans le menu, faire un clic droit, insérer un caractère spécial, autre, fin de style imbriqué, et il n'existe pas de raccourci clavier. Bon, ben vous voyez où je veux en venir. Je vais faire le raccourci clavier. Si dans InDesign, il y a une fonction valable aussi dans Illustrator et Photoshop, ce raisonnement. S'il y a une fonction que vous allez souvent chercher dans le menu et que le raccourci n'existe pas, faites-le. Évidemment. Alors, pour faire le raccourci clavier, ben on peut le faire ici. On va faire ça ensemble. Édition, raccourci clavier. Pour l'instant, c'est l'ensemble par défaut. Vous pouvez créer un nouvel ensemble. Vous cliquez sur Nouvel ensemble. C'est une copie des raccourcis clavier de InDesign qui ont été mises dans cet ensemble que j'ai appelé Thierry 2016-01. Et donc ça, je vais pouvoir le modifier. Et qu'est-ce que je recherche? Ben, dans le menu quoi, au fait? Haha. Parce qu'on y a accès par le clic droit, mais ça correspond à quoi? Oui, c'est menu texte, insérer un caractère spécial autre. OK. Donc, dans le raccourci clavier ici, dans le menu texte, alors c'est par ordre alphabétique ici. Insérer un caractère spécial autre. Fin du style imbriqué ici. Vous l'avez trouvé? Vous tapez ici un raccourci dans la boîte avec les touches de fonction. Mais je vous conseille d'en appuyer 3 de touches de fonction. Voyons un peu. Je vais faire CTRL-ALT-commande. Donc, c'est facile, elles sont toutes les 3 à côté. Mais oui, est-ce que la touche Windows va fonctionner? Je ne crois pas. Alors, CTRL-ALT-commande S pour fin. Et alors, ça vous indique non attribué. C'est bon à ce moment-là. Ça veut dire qu'il n'y a aucun raccourci dans InDesign qui utilise cette combinaison de 3 touches de fonction, CTRL, Option, Commande et la touche S. On est d'accord? Attention, il y a peut-être un logiciel dans l'ordinateur qui utilise ça et ça va enclencher ce logiciel-là. Windows va peut-être faire quelque chose quand vous appuyez sur cette touche-là. Donc, InDesign vous dit que dans InDesign, il n'y aura pas de problème, ça ne va pas entrer en conflit avec autre chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est charrette et que tout est bon. Alors, je clique sur OK, modifier l'ensemble. Oui. Ah tiens, c'est pas grave. Le fait d'avoir quitté la boîte, il m'avait remis sur l'ensemble par défaut. OK, on va faire 0,2. Voilà. OK, et donc, normalement, maintenant, quand je mets le curseur quelque part et que je fais le raccourci, ben ça marche.
ça va vous faire gagner évidemment des heures et des heures de pouvoir faire vos propres raccourcis clavier. Et si il vous prend l'envie d'aller voir dans le menu, vous allez remarquer que votre raccourci clavier est inscrit dans le menu. Là. Il n'était pas là tout à l'heure. Bon. Et évidemment, si je ne suis pas content de l'aspect du style abriqué, je me dis, tiens, j'aurais pas dû prendre rouge. Où est-ce que je vais? Ben, je vais modifier le style de caractère. En ayant cliqué à côté de tout, je vais aller modifier le style de caractère qui s'appelle titre imbriqué. 15 aperçus cochés, je peux aller changer la couleur. Voilà, la couleur, voire même la police de caractère. De manière interactive, vraiment. Alors, pour ce qui est de la dimension, il faut voir. Oui, ça peut donner bien. Vous voyez, je suis passé en Arial Black, Arial Bold 17 points, et ça commence à ressembler à quelque chose. Donc, vous voyez la logique. Vous avez un long document à faire. Vous le faites avec des styles de paragraphes plus ou moins bien, point de vue d'aspect. Mais vous faites tout votre document. Et si, par la grâce de Dieu, manière de parler, vous avez du temps pour peaufiner le document, ben vous y allez par les styles de paragraphes, vous améliorez. Mais au moins, un premier passage dans tout le document, vous avez placé vos images, vos styles de paragraphes. Et si vous reste du temps, vous allez chipoter sur les styles de paragraphes, les styles de caractères, et vous essayez d'améliorer l'aspect. L'essentiel étant d'avoir le plus vite possible un document fini. Oui, parce que si vous essayez de faire le premier chapitre et puis que vous n'avez plus le temps de faire les autres, c'est tant mieux. Donc, il faut faire tous les chapitres rapidement et puis on revient, grâce au style, on modifie tout le document. OK. Enregistrez votre document. Avec le temps qui nous reste, on va rapidement voir le système du livre. C'est-à-dire que dans InDesign, il est possible de faire des documents très longs, mais il ne faut pas tout faire dans le même document, ça va être ingérable. Alors, bon, donc le livre, on verra ça demain. Notre document pose un petit problème, c'est un peu trop compliqué. Donc, on va voir quelque chose que je voulais voir, qui est exporté vers Word. Vous voulez diffuser, on vous oblige à fournir un document Word, vous n'aimez pas Word, vous allez malgré tout faire du Word, parce que avec InDesign, on peut faire des documents Word sans aucun problème. N'importe quelle version de Word. Quand je dis avec InDesign, il faut que je précise avec Acrobat Pro aussi. Donc, on va faire les deux méthodes. La méthode qui utilise que InDesign, vous mettez le curseur dans le flux du texte, n'importe où. J'ai des blocs dans le gabarit qui me gâchent la vue. C'est pas grave, je vais les supprimer rapidement. Donc, vous mettez le curseur texte dans le flux du texte.
et vous allez dans le menu Fichier, Exporter. Et là, vous allez trouver dans la liste des formats dans lesquels on peut exporter. Vous allez trouver des choses en plus que vous n'avez pas vues jusqu'à présent parce que vous êtes dans un texte. Vous avez la possibilité d'exporter vers un document InCopy. Bon, je ne vais pas passer du temps à expliquer à quoi ça sert ici, mais c'est intéressant. C'est quand on veut que quelqu'un puisse modifier le document en parallèle à un rédacteur. Mais alors, ce qui va être intéressant, c'est le format RTF. C'est un format Word, un format de texte enrichi. Vous exportez en RTF, enregistré. No pencil. Et alors, vous trouvez donc dans votre dossier, vous trouvez un fichier RTF. Vous double-cliquez sur lui, et c'est un document Word. Amusant, ça. Avec les différents titres de premier niveau, de deuxième niveau qu'on a mis, etc. Les images ne sont pas exportées, malheureusement. OK, ça marche? Bon, c'est déjà une première solution. Le texte qui est dans InDesign, dans un document RTF, diffusable. Mais alors, je vais vous montrer autre chose ici. Et ça, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc, vous regardez, j'enregistre le document InDesign sous le nom version 47. Je fais une exportation en PDF pour l'impression. Peut-être que avant de faire ça, je devrais enlever l'œil en face du calque interactif. Comme ça, mes boutons disparaissent. Vous voyez l'intérêt de le mettre tous les boutons sur un calque. Si je veux faire une version pour l'impression, j'enlève l'œil en face du calque et ils y sont plus les boutons. Donc, Adobe PDF pour l'impression. Voilà. Donc, OK. Ça travaille en arrière-plan. Donc. On voit que ça bouge à cet endroit-là. Ça, c'est une nouveauté avec les dernières versions chez Adobe. On peut continuer à travailler même si en arrière-plan, ça enregistre ou ça exporte. Dans mon dossier, voilà mon PDF. Premier doc 47, je l'ouvre. Voilà à quoi il ressemble. Affichage. Affichage de pages. 2 pages avec des filements. Voilà. Donc ça, c'est mon document InDesign, le PDF. Je fais de l'auto. Bon. Je suis dans Acrobat Pro. Alors, voyons un peu ici. Fichier enregistré sous. Ça, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose d'assez peu connu. Fichier enregistré sous. Je décide où je l'enregistre. Et dans la liste ici des formats, vous avez du Word. D'accord? Donc, il n'est pas possible de créer un document Word directement au départ de InDesign, sauf le petit truc RTF que je vous ai montré. Par contre, si vous faites un PDF, vous allez pouvoir le convertir en Word. Donc, Word quoi? Document Word ici. Document Word. Ah oui, il y a des options en plus. Inclure les images. Ça va être un document Word. Ça, c'est DocX, voilà. Enregistré. Alors, ça prend un peu de temps parce que c'est quand même du boulot, transformer un document PDF en Word. Il est possible que pour les images qui habillent, ça foire un peu.
Je vous préviens tout de suite, le cheval, là, dans le texte, on va voir ce que ça donne. Par contre, le reste devrait fonctionner. Et ça arrive encore assez souvent qu'on demande un document Word. Vous allez pouvoir fournir des documents Word qui en jettent sans connaître Word. Personnellement, c'est ce que je fais. Ben oui. Si on bat. Il faut la version pro de Acrobat, mais elle est dans la Creative Cloud maintenant. Et ça fait partie des logiciels. Ça fait partie des logiciels de la Creative Cloud. Voilà tous les logiciels de la Creative Cloud. Vous avez Acrobat DC qui est dedans. Bon, ben on dirait que c'est terminé ou ça ne fait que commencer. Ah ben voilà, il y a Word qui s'ouvre. Voilà, Word. Je suis dans Word et voilà les différentes pages. Oups. Oui. La numérotation a changé. Il y a des choses qui peuvent changer. L'habillage de texte a fonctionné. Ça, c'est drôle. Il a fonctionné. Il est passé dans Word. L'habillage a plus ou moins bien fonctionné là. Le texte rentre un peu dans le logo. Et bon, si on le bouge, peut-être que ça va marcher. Oui, ça marche. Ah non, ça bouge aussi l'image derrière. Voilà, donc du Word sans Word. Un document Word qui intègre toutes les images. Il fait 13 mégas.